Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et le thème ce soir nous amène à évoquer les différents facteurs de marché, les différents styles, ce qu'on appelle style de gestion, style d'investissement, qui sont différents facteurs qui expliquent en partie ou pas la performance qu'on peut obtenir dans un environnement de marché donné. Nous en parlons avec Carmine Defranco, qui est responsable de la recherche d'Osiam, à mes côtés en plateau. Bonsoir Carmine. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Alors c'est les résultats d'une recherche longue et permanente que vous menez chez les équipes d'Osiam. Essayerez d'identifier les opportunités en fonction d'un facteur spécifique, d'un style, croissance, value. On parle de style de qualité, facteur qualité. Le facteur taille également peut être un facteur entre les large cap et les small cap. Si on fait un peu d'histoire et qu'on se replonge dans le cycle précédent, des 10-15 dernières années, le monde d'avant, on s'en souvient encore, le facteur qui était le facteur le plus important sur les marchés actions, c'était finalement, alors il y avait le facteur croissance, le facteur low vol, le facteur long duration d'une certaine manière, tout ce qui était proxy bonds, on parlait beaucoup des proxy bonds à l'époque sur les marchés actions, qui étaient vus comme les grands bénéficiaires de ce grand cycle de désinflation, de baisse des taux permanente. Tout à fait. Et ça, c'était déjà pour vous un sujet de recherche à l'époque, Carmine. Non, c'était en 2017 justement, avec des taux qui baissaient depuis 30 ans. Les investisseurs, surtout ceux qui sont contraints, ils cherchaient des proxys quelque part. Et donc, il y a une partie de titres qui offrent un peu ce profil low risque, mais avec un rendement intéressant, un dividend yield élevé, donc certains types d'investisseurs qui peuvent apprécier un petit peu ce type de comportement. Et une des craintes était justement que la performance que ces secteurs, ces titres ont obtenu depuis 30 ans, parce que c'est des études qui remontent aux années 80, était essentiellement le reflet d'une baisse structurelle des taux d'intérêt. Et donc, la thèse sous-jacente était, si jamais les taux venaient à augmenter, que se passera-t-il? Bon, on était en 2017, 2018, on était dans une période où les taux étaient très bas, et de toute façon, il n'y avait rien qui pouvait les amener à un niveau très élevé, donc c'était peut-être un sujet clos. Et donc, nous, à l'époque, on se disait, attention, regardons les choses un peu dans son ensemble, puisque les taux d'intérêt, c'est une variable qui est tellement importante, et donc vous en parlez tout à l'heure en plateau, mais qui va impacter non seulement les titres à faible volatilité, mais aussi les titres à haute volatilité, les titres value comme les titres de croissance, etc. Donc c'est une variable plutôt macroéconomique. Dans les faits, les titres de volatilité n'ont pas forcément ce comportement un peu comme les bonds, un peu de duration. Et l'histoire est finie là, en 2017. Ouais. Donc là, en 2022, ce que pour un chercheur, c'est intéressant. C'est unique, parce que c'est un expérience naturelle. Et bien sûr. On peut voir exactement ce qui se passe quand les taux augmentent. Est-ce que finalement, la thèse de dire le low vol va sous-performer, les autres facteurs vont sous-performer, puisque c'était comme ça avant? Il se trouve que non. Il se trouve que 2022 a été une année exceptionnelle pour ces facteurs de style, que ce soit la value, que ce soit le low vol, que ce soit le high div, le yield, etc. Donc, ça remet un petit peu en cause les thèses d'avant Covid. Donc, c'est pas, le lien avec les taux d'intérêt n'est pas direct. Et que du coup, il faut aller regarder dans le détail. Pourquoi value, pourquoi le low vol, et pourquoi du coup, aujourd'hui, les valeurs de croissance, donc avec une baisse en 2022 très significative, remontent aujourd'hui. Donc, c'est pas forcément quel est taux, c'est vraiment, il faut aller regarder comment les entreprises, quel type d'entreprises sont dedans. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si on regarde beaucoup de gérants value, dans leur portefeuille, ils considèrent des entreprises comme Alphabet. Ce qui, il y a quelques années, était... mais c'était impossible. Mais bien sûr. Quand on regarde les indices value versus indices croissance au sein du S&P, effectivement, alors il y a des pondérations différentes, mais on retrouve, et dans la value et dans la croissance, du Alphabet, du Microsoft, du Meta. Alors les poids sont différents, effectivement, parce que certains sont quand même encore plus croissance que value, mais Meta, par exemple, oui, c'est un titre, il y a quelques mois, qui pouvait être jugé comme value. C'est aussi le reflet, quelque part, surtout sur les entreprises de la technologie, c'est un reflet d'un marché qui change, où on arrive à une certaine maturité. Donc, je ne veux pas dire que c'est un business comme les utilities régulés, mais quelque part, on voit un petit peu la limite que ce type de business peut avoir sur la bottom line. Donc, aussi la recherche de la part d'Apple, de Meta, de Google, d'autres business models, d'autres activités
pour soutenir cette croissance. Et donc le fait que ces entreprises ont des taux de croissance moins élevés, il fait qu'ils puissent transiter petit à petit sur d'autres types de facteurs, donc notamment value. Et l'enseignement de cette recherche, et cet exercice pratique également que vous avez mené, Carmine, c'est de dire quoi? C'est de dire que oui, le facteur macro-taux est un facteur essentiel, mais il y a d'autres facteurs intrinsèques à chaque secteur, à chaque entreprise, qui comptent également dans la performance? Beaucoup plus. Beaucoup plus. Pour un investisseur action, la question du taux se pose dès le départ. Quel est l'environnement macro? Quel est l'environnement économique? Les perspectives. Une fois qu'on a fait sa propre analyse, quand on veut construire un portefeuille, qu'on soit un gérant actif, passif, discrétionnaire, systématique, les considérations liées au style de gestion, aux facteurs, deviennent beaucoup plus importantes que tout simplement une certaine duration d'une entreprise plutôt qu'une autre. On l'a vu encore en 2021, on l'a vu encore en 2022. Les entreprises qui étaient censées être à longue duration, finalement, ils s'en tirent pas trop mal, même dans un contexte de hausse de taux. Les entreprises qui devaient promettre de la croissance, alors qu'en fait, on avait des craintes de récession. Donc, quelque part, les entreprises que les investisseurs recherchent en contexte de récession, une année pas terrible. Donc, on voit très bien que ce n'est pas dichotomique. Il faut aller regarder dans le style de gestion. Je fais un exemple. Le facteur value, aujourd'hui, donc typiquement, il a très très bien fonctionné, que ce soit aux États-Unis, en Europe, évidemment tiré par les valeurs de l'oil and gas, de l'énergie. Mais attention, il y a encore des réserves derrière, puisque quand on regarde par exemple en Europe le secteur des utilities, qui a souffert par des raisons géopolitiques, il est encore en retard. Quand on regarde les industries, quand on regarde le bancaire, donc quelque part, il y a encore du relais sur ces facteurs. Et aussi pareil sur le low vol. Est-ce que ça veut dire qu'on est passé... Alors, je reprends la période, je vais dire, 2010, 2018 ou 2021, où il fallait être quand même très fortement tilté croissance. C'était le règne des GAFAM, pour dire les choses. Et c'était le facteur qui écrasait tout dans la performance. C'était assez monofactoriel, d'ailleurs. Est-ce qu'on est dans un monde ou dans un environnement de marché beaucoup plus ouvert, justement, à des logiques de style différentes, dans un monde beaucoup plus multifactoriel, où chacun, en fonction de son univers d'investissement, du confort qu'il peut trouver dans un style ou dans un autre, a des opportunités ouvertes aujourd'hui? Tout à fait. Aujourd'hui, être monofactoriel, et donc ce qui veut dire essentiellement faire de la croissance, puisque si vous n'en faites pas, c'est très compliqué, même d'un point de vue de benchmarking. Les indices sont structurellement très croissance, évidemment. Ça devient on fait sortir les entreprises qui sont plus en croissance et on fait rentrer celles qui sont en croissance. Structurellement, la construction des indices fait qu'ils sont tiltés croissance. Un petit peu le style, ce qu'on appelle le momentum, qui capture un petit peu aussi le sentiment du marché un peu à court terme, et des anticipations qui sont peut-être un peu trop biaisées à la hausse ou à la baisse. Mais disons que sur les 10 dernières années avant Covid, effectivement, c'était un trade à sens unique. Donc, vous avez de la croissance, vous étiez un gérant star, vous n'en avez pas, vous avez des clients qui n'étaient pas contents. Aujourd'hui, on est plutôt dans un contexte de marché où, pour des raisons structurelles, donc on parle beaucoup d'inflation, mais ce sont des trends qui commencent à s'affirmer. La régionalisation, on ne veut plus de supply chain dispersées dans le monde entier. Pourquoi pas du populisme? Le changement climatique font que certains secteurs reviennent centrales à l'intérieur de l'économie, et donc du coup des portefeuilles des investisseurs. Et donc c'est souvent des secteurs qui étaient dans les styles qui étaient un petit peu délaissés ces dernières années, donc notamment le value, notamment la qualité. Dans un monde, alors on ne sait pas si l'inflation va baisser, va rester comme ça, vous en discutez tout à l'heure, mais disons que dans un monde où l'inflation ne revient pas très vite, dans un monde où les taux d'intérêt restent élevés, avoir des entreprises qui payent un dividende élevé peut avoir un intérêt, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ans, puisque de toute façon, on ne savait pas quoi faire de l'argent n'était pas cher. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, on est dans un contexte où la diversification factorielle devient probablement l'outil qui permet de diversifier un portefeuille classique, actions, obligations. Intéressant. Et concrètement, là, quels sont les facteurs, les styles qui offrent des opportunités plus intéressantes que d'autres, peut-être, selon vous, Carmine ? Alors, aujourd'hui, disons que nous et moi, on n'est ni value ni croissance. Vous êtes agnostique. Voilà, ils sont cycliques. De toute façon, tous les facteurs restent cycliques. Donc, du coup, il y aura toujours des régimes dans lesquels il y en a un qui marche
mieux que l'autre. Mais une métrique qui nous regarde bien, c'est le PE Shiller. Il a beaucoup baissé, donc du coup, ça offre plus d'opportunités sur le marché. Donc c'est la valorisation lissée des effets des cycles, hein, c'est ça. C'est une métrique beaucoup plus robuste. D'accord. Donc c'est pas juste le PE des 12 prochains mois. Alors le problème, le PE, pourquoi pas, mais quand vous avez des années qui sont très... Oui, bien sûr, ça fausse la métrique. Exactement, donc c'est très volatile. Donc sur la base de cette métrique, on voit que le marché action européen, américain a baissé. Donc du coup, ça peut offrir plus d'opportunités, par exemple, pour revenir sur des styles comme la value. Je disais tout à l'heure, il y a encore des ressorts, des réserves de potentialité sur le facteur value pour des secteurs qui sont encore un petit peu en retard, surtout en Europe. Sous la small cap, pourquoi pas donc revenir sur des entreprises, si jamais un scénario de soft lending se matérialise, donc ils peuvent en bénéficier. Et encore une fois, voilà, les thématiques de durabilité, donc ça peut bénéficier les entreprises dans l'industrie. De régionalisation. Enfin, je veux dire, si la globalisation est moins, moins forte et moins poussée, le tissu local d'entreprises représenté à travers des small et mid cap. Ce pas les mêmes entreprises qui savent gérer une supply chain dispersée dans le monde entier, ou des entreprises qui, pour le coup, ont besoin de la régionalisation. Et donc là, par exemple, on a des entreprises dans le secteur automobile qui ont déjà un défi colossal devant eux. Et voilà, si vous avez à disposition, je parle par exemple les industries américaines, le Mexique à côté, ça peut offrir un potentiel par rapport à d'autres constructeurs qui n'ont pas un pays qui peut reprendre un petit peu le rôle de la Chine. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, diversification factorielle probablement reste une alternative intéressante à la diversification classique, actions-obligations, qui l'année dernière n'a pas vraiment marché. Mais quel changement quand même par rapport à ce cycle où, encore une fois, 5 valeurs au sein du S&P 500 ont fait la performance de gérants pendant des années. Mais quelle ouverture quand même par rapport à une situation qui finalement rendait beaucoup de monde inconfortable à un certain point. Puisque de toute façon... si toute la performance est concentrée sur 5 valeurs, ça pose un risque, je ne dirais pas systémique, mais néanmoins, ça focalise tout le débat, toute l'analyse sur ces 5 valeurs. L'économie voyage comme ces 5 valeurs, ce qui n'était pas sain avant. Et donc, du coup, ce rééquilibrage, ce grand rééquilibrage aujourd'hui au sein des indices est très sain. Est tout à fait sain. Ça offre plus de perspectives de diversification. Merci beaucoup, Carmine. Merci de nous avoir exposé brièvement les enseignements de cette recherche que vous avez menée sur la question des styles et des facteurs de performance dans les marchés. Carmine Defranco, responsable de la recherche d'Osiam, qui était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct.